de la ressource humaine. La société bouge et les entreprises avec elle, chaque jour confrontées à de nouveaux défis pour prendre soin des collaborateurs et les fidéliser. Je suis Magali et dans ce podcast, je vous invite à écouter les éclairages d'experts qui vont vous partager des ressources utiles pour vos ressources humaines. Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons parler partage et plus particulièrement nous allons nous intéresser au dispositif d'épargne retraite et salariale. Si des obligations légales existent, il est possible d'aller plus loin. Alors, comment une entreprise peut-elle faire plus pour engager et fidéliser ses salariés? Pour répondre à cette question, je suis avec Virginie Singer, directrice du développement commercial épargne retraite entreprise chez AXA France. Bonjour Virginie. Bonjour Magali. C'est un plaisir d'être avec vous pour évoquer ce sujet. Pour commencer, rappelez-nous s'il vous plaît, en quelques mots, en quoi consistent ces dispositifs collectifs d'épargne? Alors, en quelques mots, ces dispositifs d'épargne en entreprise visent tout d'abord à associer les salariés à la croissance et aux résultats de l'entreprise. D'ailleurs, on trouve dès les fondements de la création de ces mécanismes l'idée du partage de la valeur créée dans l'entreprise entre l'employeur et le salarié. Et finalement, on est sur une palette de dispositifs un petit peu plus large, plusieurs mécanismes, plusieurs sources d'alimentation. On peut citer bien sûr la participation, l'intéressement, l'abondement, une création plus récente, la prime de partage de la valeur, et puis les enveloppes d'épargne, le PEE, donc le plan d'épargne d'entreprise, et le plan d'épargne retraite, le PER. L'ensemble de ces dispositifs vise à aider le salarié à se constituer une épargne avec l'aide de son entreprise pour financer des projets à court, moyen ou long terme. Par exemple, quel type de projet de vie ? Alors, les projets de vie sont variés, évidemment. On peut citer, bien sûr, l'acquisition de la résidence principale, qui est un objectif majeur pour l'ensemble des Français. C'est un cas de déblocage anticipé, donc qui permet de récupérer son épargne avant l'échéance, avant la durée de blocage. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, le développement de ces dispositifs a été porté par les différentes avancées législatives et justement, depuis le 1er janvier 2025, la loi sur le partage de la valeur a été étendue aux TPE, PME. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour ? Oui, alors c'est vrai que l'épargne collective est en effet sous les feux des projecteurs et d'ailleurs depuis une bonne vingtaine d'années avec une actualité réglementaire législative assez foisonnante. La dernière loi sur le sujet, c'est en effet la loi partage de la valeur qui reflète la volonté des pouvoirs publics de diffuser de façon très large l'épargne en entreprise dans toutes les entreprises et ce, quelle que soit leur taille. Donc la loi, cette récente loi, vise à encourager les entreprises de 11 à 50 salariés à mettre en place un dispositif, un mécanisme d'épargne. Alors il peut s'agir de la participation, de l'intéressement, de la prime partage de la valeur ou de l'abondement. Et alors, si l'épargne salariale et l'épargne retraite sont autant poussées par la législation, c'est pas sans raison. Les salariés, mais aussi les entreprises, en retirent forcément des avantages. Alors, lesquels ? Clairement, il ne s'agit pas de contraindre les entreprises, mais vraiment de les accompagner dans une démarche vertueuse. L'épargne en entreprise fait partie de la politique de rémunération globale de l'entreprise. Elle contribue, on l'a vu, à la constitution d'une épargne pour les salariés qui auront ainsi la capacité de financer leur projet de vie dans des conditions avantageuses. Et je l'ai dit précédemment aussi, ces mécanismes sont souples, ne sont pas rigides. Les possibilités de récupérer son épargne avant l'échéance sont multiples. On a cité tout à l'heure le cas de déblocage pour la retraite, pour l'acquisition de la résidence principale. C'est souvent l'épargne salariale qui permet aux Français de devenir propriétaires de leur résidence principale. Et alors, côté entreprise ? Alors, côté entreprise, ce sont aussi évidemment des mécanismes intéressants. Alors, en termes de politique sociale, on l'a vu, et en termes d'avantages sociaux et fiscaux, mais pas uniquement. Ils contribuent réellement à la marque employeur et ils s'adaptent à la politique sociale de l'entreprise. L'intéressement, je pense que c'est un très bon exemple. On peut citer l'intéressement qui consiste à définir des objectifs à atteindre. Cet intéressement, ça va permettre une véritable personnalisation à la stratégie de l'entreprise. Et c'est un dispositif gagnant-gagnant dans le sens où l'entreprise verse une prime aux salariés si et seulement si ces objectifs définis collectivement ont été atteints.
J'imagine que proposer une épargne salariale ou une épargne retraite dans son package est un bon argument pour faire rester ou pour faire venir les collaborateurs. Oui, tout à fait. L'épargne collective, c'est bien plus qu'un simple avantage financier. C'est un levier de fidélisation, un marqueur fort de la politique sociale de l'entreprise. C'est le signe d'une politique sociale moderne et attractive. Et on le voit d'ailleurs lors des recrutements à présent, l'épargne en entreprise fait partie du questionnement des candidats. Les questions classiques, c'est est-ce que je vais avoir de l'épargne salariale? Quels sont les montants attendus? Quelles sont les conditions? Donc, ce sont des questions qui sont clairement complémentaires à celles de la rémunération. Et l'épargne collective, c'est un véritable argument pour les entreprises, un vrai outil, finalement, de la marque employeur. Oui, mais alors, comme il y a un cadre légal qui impose ce partage de la valeur, comment se différencier pour qu'un salarié ait envie de rester ou de rejoindre mon entreprise plutôt qu'une autre? Est-ce que la solution, ça serait d'aller au-delà du minimum légal? Ce minimum légal, ce socle légal, il est finalement assez restreint. C'est bien sûr la participation pour les entreprises de plus de 50 salariés et puis donc à présent, depuis peu, un mécanisme d'épargne salariale pour les entreprises de 11 à 50 salariés. Tous les autres mécanismes, l'intéressement, l'abondement, la prime partage de la valeur, tout ça, ce sont des dispositifs facultatifs. Pour autant, nombreuses sont les entreprises qui cumulent ces dispositifs. Mais alors pourquoi elles le font? Eh bien, c'est la question. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'on peut citer tout d'abord le fait que ce soit un élément de différenciation. C'est un élément d'ancrage de la politique d'avantages sociaux de l'entreprise et donc de marque employeur et d'attractivité. En deuxième, je dirais que c'est également un élément fort en termes de responsabilité sociale, en termes de culture d'entreprise. Il s'agit de contribuer au bien-être financier des salariés en partageant la valeur créée. Et puis le troisième élément, c'est pour les entreprises qui ont la capacité d'associer leurs salariés au capital via l'actionnariat salarié. C'est un formidable levier d'engagement, de participation à la vie de l'entreprise, à la création commune de valeur. Alors, on se rend compte de la richesse des mécanismes existants. Ça doit pas être simple de tout comprendre à leur fonctionnement. Est-ce que l'argent est bloqué? Combien de temps? Où est-il placé? Etc. Est-ce que les directions des ressources humaines ont un rôle à jouer pour mieux accompagner les collaborateurs, les salariés, et leur permettre d'être plus à l'aise, plus aguerris face à ces sujets financiers? Alors, les questions que vous vous posez, Magali, ce sont les questions que se posent évidemment les salariés. Et en effet, ces mécanismes, ces dispositifs d'épargne en entreprise, ils doivent être accompagnés d'une bonne communication pour être connus, pour être valorisés, pour être maîtrisés tout simplement par les salariés pour qu'ils deviennent réellement acteurs de leur épargne. Et bien sûr, c'est tout d'abord la responsabilité de l'entreprise qui a mis en place ces dispositifs et qui a tout intérêt à ce que ces mécanismes soient compris et soient utilisés par les salariés. Je vais vous donner une illustration d'une entreprise qui avait tout compris, une entreprise d'une quinzaine de salariés dans le secteur du transport, qui avait mis en place un accord d'intéressement, on a parlé tout à l'heure, des dispositifs gagnant-gagnant, et qui avait défini des objectifs à atteindre qui étaient très concrets, qui parlaient réellement à la quinzaine de salariés qui composaient cette entreprise. Et l'évolution de l'atteinte des objectifs était affichée dans la salle de repos. Et les salariés scrutaient mois par mois l'évolution de ces objectifs et de l'atteinte de ces objectifs, parce que derrière ces objectifs, c'était une prime qu'ils allaient recevoir l'année suivante. Donc un mécanisme d'épargne salariale clairement identifié, clairement compris par les salariés, ça, c'est vraiment la clé du succès. J'imagine que c'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics. Alors clairement, c'est bien sûr la responsabilité des pouvoirs publics qui ont cet objectif fort d'accroître la diffusion des dispositifs d'épargne au sein de l'ensemble des entreprises. Donc on peut citer dans les grandes initiatives des pouvoirs publics la Semaine de l'épargne salariale, qui est donc une initiative de place, qui a lieu chaque année depuis plusieurs années maintenant, fin mars, et qui donc a été lancée par les pouvoirs publics, qui a été reprise également par les entreprises et les prestataires d'épargne. C'est un moment fort de pédagogie autour de l'épargne en entreprise. Et c'est une semaine qui est également précédée de la semaine de l'éducation financière, parce qu'évidemment, ces deux sujets sont clairement imbriqués. Et vous, en tant que prestataire, quel est votre rôle ?
Alors, c'est aussi, bien sûr, notre responsabilité en tant que prestataire de communiquer sur ce sujet. Nous avons un rôle essentiel à jouer pour aider les salariés à maîtriser les dispositifs qui sont mis en place dans les entreprises. Et on a aussi cette responsabilité d'accompagner les entreprises pour mieux communiquer. Alors, de nombreuses initiatives existent. On peut citer, bien sûr, tout ce qui est communication écrite, donc les livrets d'épargne salariale qui sont remis aux salariés quand ils entrent dans l'entreprise, le livret de sortie aussi quand ils quittent l'entreprise, des réunions d'information salariés, des webcasts, des contenus sur Internet, des outils digitaux. Et maintenant, on a des outils digitaux d'aide à la décision, tels que les robots advisors ou même les coachings épargne qui permettent d'avoir un moment privilégié avec un coach pour répondre à l'ensemble des questions qu'un salarié peut se poser sur l'ensemble de ces dispositifs. Merci beaucoup Virginie Singer d'avoir partagé avec nous toutes ces ressources utiles. On l'a vu, la législation démocratise les dispositifs collectifs d'épargne et c'est tant mieux. Pour se différencier, maintenant, les DRH ont intérêt à cumuler ce type d'avantages pour fidéliser leurs collaborateurs et pour attirer également de nouveaux talents. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager ? Tout d'abord, merci pour cet échange, Magali. Et je dirais en effet, pour conclure, que le point central, c'est avant tout de se faire accompagner pour bien appréhender l'ensemble des atouts des différents mécanismes d'épargne en entreprise. On l'a vu, les mécanismes sont multiples, mais l'idée, c'est bien de trouver le ou les mécanismes qui correspondent réellement à la politique sociale que veut mettre en œuvre l'entreprise pour qu'ils reflètent la culture de l'entreprise et sa stratégie. Merci beaucoup Virginie Singer. Merci Magali. Merci d'avoir écouté cet épisode. AXA Santé et Collective accompagne les entreprises dans la construction des dispositifs à destination des salariés. À très bientôt avec d'autres solutions concrètes pour répondre aux défis actuels et à venir.